Bonjour à tous. En ce beau jeudi après-midi de Fête de la Science. Donc, on célèbre le 30e anniversaire de la Fête de la Science en France et c'est la première fois qu'on fait une édition de la Fête de la Science au Chili, entre l'Institut français du Chili, l'ambassade de France et puis donc le réseau de l'enseignement du français à l'étranger. Et donc, cette année, les 5 établissements au Chili. Donc, cette semaine, comme vous savez, dans une ligne qui est consacrée à la fois au métier de l'environnement. Donc, tous les matins, il y a un certain nombre de professionnels qui partagent leur expérience de l'environnement, des conférences et des tables rondes que vous pourrez réécouter. Et puis, tous les après-midi, on prend des informations sur des thématiques précises qui sont liées à chaque fois au changement climatique. Donc, le thème du changement climatique, c'est la grande orientation qu'on a donnée à la Fête de la Science de cette année. C'était important pour nous, depuis l'Institut français, de travailler sur l'environnement, le changement climatique, sur transmettre, connaître et faire connaître les mécanismes du changement climatique, parce qu'on en parle beaucoup. Ça se passe au niveau global, mais finalement, est-ce qu'on sait exactement comment ça se passe? Est-ce qu'on comprend comment ça fonctionne depuis le micro jusqu'au macro? Et en fait, pour essayer d'atténuer le changement climatique, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, tant d'un point de vue micro que d'un point de vue macro. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Léa Cabrol, qui est chercheur à l'IRD. L'IRD, si vous ne connaissez pas les jeunes, ça veut dire l'Institut de recherche et pour le développement. L'IRD, c'est un organisme très ancien de l'État français, qui est installé depuis très longtemps dans les pays dits du Sud. Donc, c'est un organisme qui, y compris quand la France était encore une puissance coloniale, était installé dans tous les États où était présent la France pour mener des recherches scientifiques dans les États où il était présent. Et puis, après la délocolonisation, l'IRD, qui s'appelait à ce moment-là l'Orstom, est resté présent dans ces territoires d'outre-mer et puis dans les pays du Sud. Alors, au Chili, la représentation de l'IRD est très réduite. Léa est la principale chercheur, et puis parfois, il y a des chercheurs qui viennent de temps en temps. Puis, il y a des pays où l'IRD est très représenté avec beaucoup de chercheurs, de très nombreux chercheurs. Aujourd'hui, Léa va nous parler donc du micro et du rôle du micro sur le macro, donc sur le changement climatique. Et elle va vous parler de ce rôle du micro à partir d'exemples qui seront pris dans des zones polaires, notamment dans les régions polaires et subpolaires. Et elle va aussi nous montrer comment ces bactéries peuvent aussi être une possible solution pour atténuer le changement climatique. Donc, elle va nous proposer une conférence qui est à la fois théorique et pratique. J'insiste peut-être dès maintenant pour vous dire que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Léa décidera elle-même si elle y répond au fur et à mesure ou à la fin. Et dans tous les cas, à la fin, Laurie, qui est donc travaille avec moi à la coopération scientifique universitaire, sera là pour passer les questions s'il y a besoin. Ce qui est plus facile pour nous, c'est si vous écrivez les questions sur le côté, parce que parfois, on ne vous entend pas très bien depuis les salles de classe. Donc, les enseignants, si vous pouvez éventuellement, enseignantes et enseignantes, si vous pouvez éventuellement collecter les questions pour les écrire sur le chat, ce sera plus simple pour Léa et pour nous. Voilà, donc sans transition, je vous laisse vous plonger dans le monde micro pour comprendre si ces bactéries peuvent être sont la cause du problème du changement climatique ou peuvent être aussi une solution au changement climatique. Léa, c'est à toi. Super, ben merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc oui, vous m'entendez bien? C'est bon? Tout le monde entend? Ok, je vois des pouces, donc ça va. Donc oui, alors on va voir. Voilà. Comme l'a dit Julie, donc l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Je ne vais pas m'attarder, hein, mais c'est juste pour vous expliquer ce que c'est. C'est un institut français de recherche publique qui travaille sur des grands thèmes, principalement le changement climatique, les ressources naturelles, des thèmes sociétaux aussi qui ont à voir avec les changements de société, avec l'océan, voilà, tous les thèmes autour de l'écologie. Et c'est un institut qui est implanté au sud. Donc là, vous voyez tous les petits points, tous les pays où l'IRD est implanté.
Et on a quelques chercheurs actuellement, 3 ou 4 chercheurs IRD, ici au Chili. Donc, aujourd'hui, on va parler du méthane. Donc, on en entend beaucoup parler parce que c'est un gaz à effet de serre, on en entend parler avec le changement climatique. Donc, le méthane, c'est CH4, c'est le plus petit hydrocarbone qu'on peut trouver sur Terre. Il n'y a qu'un seul carbone. Et il a été découvert au XVIIIe siècle, il a été découvert dans les marais. On l'appelait le gaz des marais parce qu'il était issu de la putréfaction des plantes. Donc, quand toutes les plantes dans les fonds des marais se mettent à pourrir et à sentir mauvais, c'est des émissions de méthane. Donc, c'est un gaz inflammable, explosif. C'est le gaz qui compose le gaz naturel qu'on a tous chez nous pour faire cuire nos petits plats. Et il est produit sur Terre principalement par des micro-organismes. C'est la grande majorité du méthane sur Terre vient des bactéries. En fait, elles ont un nom, c'est les archées méthanogènes, voilà, c'est des petits micro-organismes unicellulaires. Alors, quel est le lien entre le méthane et le climat? Donc là, vous voyez sur cette courbe, c'est la concentration du méthane dans l'air, dans l'atmosphère, depuis 500 ans à peu près. Et on voit qu'il était assez stable pendant des siècles. Et puis, au moment de la révolution industrielle, il s'est mis à augmenter de façon exponentielle, avec des augmentations jamais vues jusque-là, plus de 1% par an, 150% depuis le début de la révolution industrielle. Et en fait, cette évolution, elle est complètement liée à l'évolution de la température. Donc là, vous voyez l'autre courbe, c'est l'anomalie de température, c'est-à-dire que c'est le petit écart de température qu'on observe chaque année par rapport à la moyenne. Donc c'est ça qui montre qu'il y a un réchauffement de la planète. Et on voit que ces deux courbes sont complètement liées, donc on se dit le méthane doit sûrement participer à ces augmentations de température. C'est pour ça qu'on l'appelle un gaz à effet de serre. Donc ça, c'était si on regardait récemment, les 500 dernières années, mais on peut regarder aussi la composition de l'atmosphère à très grande échelle sur les 800 000 dernières années. Pour ça, on étudie les carottes de glace dans l'Antarctique. Et dans ces carottes de glace, il y a des petites bulles d'air qui sont piégées, qui nous donnent des informations sur la composition de l'air à différentes époques. Et là aussi, on voit que la composition en méthane, qui est en vert, là, elle suit exactement l'évolution de la température. Donc, on se dit encore plus qu'il y a un lien de cause à effet entre la teneur en méthane dans l'air et la température. Alors, comment ça se fait? En fait, c'est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre. Alors, il y a des mécanismes assez compliqués, physiques, qui font qu'en fait, les gaz à effet de serre, il y a le CO2, le méthane, des gaz azotés, etc., qui agissent, si on veut imager, comme plein de mini miroirs dans l'atmosphère et qui absorbent les radiations de la Terre, qui font comme des miroirs qui empêchent les radiations de s'échapper. Donc, en fait, ça réfléchit la radiation solaire des milliers de fois, comme si on avait un miroir autour de la Terre. Et donc, c'est ce qui fait que la température augmente. Alors, qu'est-ce qu'ont à voir les bactéries là-dedans, les micro-organismes? En fait, quand la température augmente, les micro-organismes qui sont dans le sol et dans l'eau, dans les zones humides, etc., deviennent de plus en plus actifs. Les micro-organismes, ils ont des températures optimales, ils n'aiment pas trop le froid, ils préfèrent quand la température augmente. Et quand ils deviennent de plus en plus actifs, mais ils produisent de plus en plus de méthane. Et donc, on a un cercle vicieux qui fait de plus en plus de méthane, il fait de plus en plus chaud, les micro-organismes produisent de plus en plus de méthane, etc. Donc, c'est comme ça qu'interviennent les micro-organismes dans le changement climatique. Et on va le voir un peu plus en détail. Donc, ce méthane, on a dit, il est produit par des micro-organismes, par des archées méthanogènes. Et ces archées peuvent se trouver à différents endroits, soit dans des sources anthropiques, par exemple l'élevage de vaches, les cultures de riz, etc. Soit dans des sources naturelles où l'homme n'a rien à voir. C'est à peu près moitié-moitié, le naturel et anthropique. Et dans les sources naturelles, il y a une énorme part qui est due aux lacs et aux zones humides. Alors les lacs et les zones humides, on connaît tous. En fait, ça représente très peu à la surface de la Terre. Vous voyez, ça représente 6% de la surface de la Terre. C'est rien. Mais ça représente 70% des émissions de méthane dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment là qu'a lieu
l'essentiel de la production de méthane. C'est là qu'il faut aller étudier si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, pourquoi le méthane est produit là par les bactéries? Parce que dans ces zones, il y a peu d'oxygène et il y a beaucoup de matières organiques biodégradables. C'est les deux conditions indispensables pour que les micro-organismes produisent du méthane. Et alors maintenant, on sait que du coup, le changement climatique est lié à la production de méthane. La production de méthane, elle a lieu surtout dans les lacs et les zones humides. Alors pourquoi, comme l'a dit Julie, pourquoi on va s'intéresser aux zones polaires, donc à l'Arctique, à l'Antarctique? Alors, pour plein de raisons. D'abord, la moitié des zones humides sur la Terre, elles se trouvent en zone boréale, c'est-à-dire en zone arctique ou subarctique, et un petit peu en zone subantarctique. Vous voyez qu'il y a très peu de terres émergées, et en fait, c'est le sud du Chili, la Patagonie, le Cap Horn, etc. Et le nombre et la surface de ces zones humides augmentent avec le réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller étudier ce qui se passe au nord. Et une deuxième raison, c'est que dans ces zones polaires, que vous voyez là en haut des planisphères, on observe une amplification du réchauffement climatique. C'est-à-dire que sur le reste de la planète, on a des augmentations de température en moyenne de 1 à 1,5 degrés à peu près, l'anomalie de température que je vous montrais tout à l'heure. Mais dans des zones boréales, donc polaires, on a des anomalies de température qui sont supérieures à 4 degrés, jusqu'à 10 degrés parfois, au-delà de la moyenne. Donc c'est vraiment, vous voyez là, la péninsule antarctique, c'est pareil, le Canada, l'Alaska, la Sibérie, toutes ces zones, c'est des zones où le réchauffement climatique est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Et vous avez tous entendu parler, bon là c'était l'été dernier, mais il fait des températures records dans toutes ces zones du nord. Par exemple, en Sibérie, l'été dernier, il a fait plus de 38 degrés, ce qui est complètement anormal pour une zone polaire. Et donc, quelle est la conséquence de ce phénomène? C'est la fonte du permafrost. Alors, et qui est vraiment clé pour le changement climatique. Donc, le permafrost, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est un mot qui désigne le sol gelé, qui est gelé pendant plus de 2 ans consécutivement. Ça, c'est la définition. Alors, ce permafrost, on le retrouve dans toutes les zones en violet. Là, ça, c'est la Terre vue du nord, là, c'est l'Arctique. Vous voyez, là, il y a le nord de l'Europe, là, il y a la Russie, le Groenland. Enfin, on voit la Terre vue d'en haut. Et toute la zone autour du cercle polaire, là, c'est du permafrost. Donc, c'est du sol qui reste normalement gelé toute l'année. Et ce permafrost, il est très important parce qu'il stocke la moitié du carbone organique mondial. C'est-à-dire que là-dedans, là, dans ces zones en violet, se trouve la moitié de tout le stock de matière organique. La matière organique, c'est les sucres, les lipides, tous les composés que les bactéries peuvent utiliser dans le sol. Alors, bon, normalement, on ne peut pas le voir, le permafrost, à l'œil nu, parce qu'il est sous la surface de la Terre. Mais en fait, on arrive à le voir parce qu'il est en train de fondre. Et en fondant, il crée des falaises comme ça, des effondrements du sol. Et sur ces falaises, on voit le permafrost. C'est tout ça. Donc, vous voyez que c'est de la glace. En fait, elle est un peu marron parce qu'il y a la terre qui fond, enfin, qui la colore. Mais tout ça, c'est de la glace qui fond. Là, on le voit aussi autour de cette mare. C'est du sol gelé comme de la glace. Donc, on a dit, avec le réchauffement climatique, le permafrost est en train de fondre. Il y a 20% de la surface du permafrost qui fond pour le moment de façon très rapide. Là, c'est toujours la Terre vue d'en haut, hein, comme tout à l'heure. Le permafrost, il est en bleu et toutes les régions en rouge, c'est les régions qui sont en train de fondre. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand le permafrost fond? On a vu là, juste dans la diapo d'avant, on forme des lacs, d'abord des petites mares. Vous voyez, comme là, des petites mares, des petits étangs, et puis des lacs de plus en plus gros. Et on a des paysages comme ça qui se transforment, vous les voyez là, ça devient des paysages qui ressemblent à des éponges. Et on appelle ça thermokarstique, c'est un mot compliqué, mais pour dire qu'on a plein de petits lacs qui se forment comme une éponge. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe quand le permafrost fond? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on libère la matière organique. Donc, on libère la nourriture pour les micro-organismes. Et en plus, on active les micro-organismes. Parce que quand c'était gelé, les micro-organismes qui étaient piégés là, ils n'étaient pas du tout actifs. Ils étaient en état de dormance, on va dire.
Mais maintenant que les températures augmentent, là, ils deviennent de plus en plus actifs. Et donc, ils consomment la matière organique et ils la convertissent, par plein de réactions chimiques, en méthane. Et c'est ce méthane qui s'échappe dans l'atmosphère et qui devient un gaz à effet de serre. D'accord? Donc là, on a des lacs, en Arctique, on a des lacs. La particularité de ces lacs, c'est qu'ils sont gelés pendant l'hiver. Pendant une grande partie de l'année, ils sont gelés. Donc, il y a une couche de glace recouverte de neige qui se met à la surface des lacs et qui emprisonne à l'intérieur du lac des bulles de méthane. Parce que les micro-organismes, ils continuent à travailler en bas du lac, même si c'est gelé en surface. En bas, ce n'est pas gelé et il fait encore 5-6 degrés. Donc, ça permet aux micro-organismes de travailler, de produire du gaz méthane, mais qui n'arrive pas à s'échapper à l'atmosphère et qui est piégé. Vous voyez, ça fait plein de petites bulles qui restent sous la glace. Et puis, au printemps, quand la glace fond, là, on a la libération du méthane qui était piégé. Donc là, si vous voulez, j'ai une petite vidéo. Vous voyez des scientifiques en Alaska, c'est des collègues avec qui on travaille, qui marchent. Là, ils sont sur un lac gelé, donc ils sont sur la glace au-dessus du lac. Autour, c'est du permafrost avec une forêt. Donc le permafrost avec tout le stock de matière organique qui s'est effondré là-dedans au fond du lac. Vous voyez qu'on voit même des branches et tout, parce qu'en fait, la forêt, le sol fond, donc tout s'effondre et il reste des arbres morts dans les lacs. Et donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont creuser un tout petit trou à travers la glace. Et vous allez voir, rappelez-vous que le méthane, c'est inflammable. Donc voilà, vous voyez les... Voilà. Ils vont le refaire encore une fois. Voilà. Donc là, vous voyez vraiment la preuve concrète de ces bulles de gaz qui sont stockées sous la glace. Et dès qu'on les libère, là, ils mettent une petite allumette à côté, vu que c'est un gaz inflammable, comme c'est le gaz qu'on utilise pour cuisiner, hein, c'est le gaz inflammable. Mais ces bulles prennent feu. Et donc, vous voyez l'évidence de la présence de méthane. Donc, bon, on a vu là très rapidement quelques concepts un peu théoriques sur comment le méthane participe au réchauffement climatique, comment les bactéries jouent un jeu et tout. Nous, bon, en tant que chercheurs, on travaille sur le terrain pour mesurer ces émissions de méthane. Après, on prélève des échantillons, on les analyse au laboratoire. Bon, on trouve des choses plus ou moins intéressantes. On écrit des articles scientifiques, on publie plein d'articles. À partir de ces articles scientifiques, à partir des résultats de la recherche, les États prennent le problème en main, font des rapports. Il y a l'IPCC qui fait des rapports. L'IPCC, c'est le GIEC, le groupe d'études sur le changement climatique. Il y a des COP, des sommets inter-États qui réunissent tous les chefs d'État pour discuter de ce problème. C'est un problème de société. Bon, c'est un peu... Voilà, là, on arrive un peu aux limites de ce que peut faire la science pour régler ce problème. Mais vous voyez que c'est un problème que les politiques prennent quand même au sérieux en s'appuyant sur le travail des scientifiques. Donc maintenant, on va voir un petit peu de plus près qu'est-ce qu'on connaît des micro-organismes, des bactéries qui jouent un rôle dans le cycle du méthane. Et on va voir comment nous, on les a étudiés autour du monde. Donc là, alors ça, c'est un cycle, donc le cycle du méthane. Là, vous avez la matière organique qui produit du méthane. Je vous l'ai dit, c'est dans des conditions, alors là, il y a le mot anaérobique, c'est-à-dire où il n'y a pas d'oxygène. Et ensuite, donc ça, par exemple, alors je vous montre un lac. Voilà, cette partie qui produit du méthane avec les petites bactéries, la méthanogène, ça se fait au fond des lacs, parce que c'est là où il n'y a pas d'oxygène. Là, il y a le sédiment des lacs, il y a très peu d'oxygène, et c'est là où on a la production de méthane par ces bactéries. Et après, comme c'est un gaz, le méthane il va sortir des lacs pour aller s'émettre dans l'atmosphère. Mais quand il traverse le lac, il tombe sur d'autres bactéries, les bactéries méthanotrophes. Et là, alors, vous voyez que celles-là, elles font la guerre, celles-là, elles ont l'air plutôt gentilles, parce qu'en fait, c'est des bactéries qui consomment le méthane. Elles l'oxydent, donc en fait, elles le consomment comme c'est leur source de nourriture, et elles permettent de réduire énormément les émissions de méthane à l'atmosphère.
elles permettent de réduire de 50 à 80% des émissions de méthane des lacs. Donc, si on ne les avait pas, en fait, on aurait presque 80% de méthane en plus dans l'atmosphère. Donc, elles jouent un rôle vraiment primordial dans la régulation du climat. Là, vous avez quelques photos, bon, ça ne nous dit pas grand-chose, mais c'est des bactéries méthano qui produisent du méthane et des bactéries qui consomment le méthane. À vue d'œil, comme ça, elles sont un peu pareilles, mais en fait, elles ont un rôle tout à fait différent. Donc là, je vais rentrer juste dans quelques cas d'études pour des exemples, pour vous montrer un petit peu le travail qu'on fait avec les collègues chercheurs dans toutes ces zones polaires. Donc, vous voyez, en Sibérie, en Russie, en Alaska, en Patagonie et même sur la péninsule antarctique. Donc, on a eu on a des projets, voilà, c'est l'Europe en général qui finance ces projets, qui nous font étudier les bactéries qui produisent du méthane dans tous les écosystèmes dont je vous ai parlé. Donc, vous voyez là, c'est des zones humides, des tourbières qui forment, là, c'est des petits lacs qui sont formés par la fonte du permafrost et puis des lacs un peu plus grands formés par la fonte du permafrost. Donc, on va faire rapidement deux petits cas, voilà, deux petits exemples d'études. Le premier, c'est en Patagonie, donc on connaît bien, où on a étudié là la partie en rouge du cycle, hein, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la partie qui produit du méthane. Et bon, on a montré que dans ces tourbières, là, dans ces lacs de tourbières, les zones humides, plus la température augmente, plus les émissions de méthane augmentent. Donc ça, on l'a vérifié, voilà, dans des écosystèmes de Patagonie où c'était très important de le montrer parce que pour le moment, toutes les études qui existent, elles sont faites au nord, c'est-à-dire en Arctique, en Sibérie, en Alaska. Il y a très, très peu d'études en Patagonie, donc c'est important de montrer qu'il se passe la même chose. Donc voilà les terrains en Patagonie, vous voyez les tourbières, hein, c'est des zones humides comme ça, avec des petites mares, des petits lacs, et c'est couvert de mousse. Les mousses de tourbière, vous en voyez là, ça s'appelle sphagnum, c'est la tourbe en fait. Donc, vous voyez, on a quelques photos, voilà, des équipes sur le terrain où on a nos appareils là pour mesurer, vous voyez, ces petites chambres pour mesurer le méthane qui sort du sol, de l'eau, des tourbières. On a là, par exemple, on a une petite cloche qui est en train de mesurer le méthane qui sort de cette mare. Et puis, en même temps, on prélève des échantillons d'eau, de sol, de ces échantillons de tourbe pour analyser la microbio, donc les micro-organismes. On a des voisins assez sympathiques parfois. Là, vous voyez une petite colonie de manchots, rails. Et puis, on a les conditions climatiques de la Patagonie. Il peut faire très beau, très froid dans la même journée. Il peut neiger, comme là. Voilà, les conditions de terrain extrêmes. Et donc, on étudie aussi des lacs un peu plus gros. Donc, toujours, hein, ça c'est au Cap Horn, vers Puerto Williams, avec les paysages magnifiques là, de la cordillère Darwin derrière. Vous voyez qu'on va sur le terrain, mais toujours avec tous nos appareils pour mesurer des sondes, pour mesurer toute la physico-chimie de la composition des lacs. On a nos petites barques là, et c'est, on dirait une cacahuète, hein, mais c'est une barque en aluminium qui nous permet d'aller sur tous les lacs. Vous voyez qu'il n'y a pas de moteur, on est à la rame pour éviter d'amener du pétrole là dans des écosystèmes privilégiés et conservés encore, préservés. Donc voilà, il ne fait pas très chaud, vous voyez sur cette photo. Quelques photos de nos terrains en Patagonie. Et puis, le deuxième cas d'étude que je voulais vous montrer, c'est de l'autre côté du globe, là, c'est en Sibérie, en Russie, donc tout au milieu, au centre de la Russie, tout au nord, pas loin de l'océan Arctique. Et là, on a étudié pas la production de méthane, mais la consommation de méthane. Donc, la partie dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de réguler, qui est très importante parce que ça permet de réduire la quantité de méthane qui va dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, on a étudié plein de petits lacs dans une zone comme ça, comme je vous montrais tout à l'heure, une zone comme une éponge, donc un paysage thermokarstique qui représente la fonte du permafrost. On a étudié plein de lacs différents. Et bon, on a montré que on a montré en fait le rôle de ces bactéries méthanotrophes, de ces bactéries qui consomment le méthane. Parce qu'en fait, elles permettent de réduire quasiment à zéro
la quantité de méthane qu'il y avait. Là, on est au fond du lac, vous voyez, et la quantité de méthane qu'on a à la sortie, elle est réduite quasiment à zéro. Et mais dans ce travail, on a aussi identifié qui étaient les bactéries responsables de ça. Donc, celles que je vous montrais tout à l'heure en photo, on a trouvé leur petit nom, etc., les méthylobactères, et elles sont capables de consommer quasiment la totalité de ce méthane. Donc là, vous voyez quelques autres photos des terrains, des lacs qu'on a étudiés en Sibérie. Vous voyez, là, on a changé d'embarcation. Cette fois-ci, on a un petit bateau gonflable, un petit Zodiac, dans lequel on utilise toujours des rames. Et vous voyez une petite particularité, je ne sais pas si vous voyez bien, là, les gens sur le terrain, les scientifiques, on a tous des chapeaux un peu bizarres sur la tête, qui sont des chapeaux avec un filet, alors je n'ai plus le nom, anti-moustique, enfin une maille anti-moustique, parce qu'en fait, dans ces régions, l'été, il y a une quantité énorme de moustiques. Pourquoi? Mais parce que c'est des zones humides avec où il fait relativement chaud l'été et on a plein de mares et donc de moustiques. Mais voilà, il y a vraiment une quantité tellement énorme qu'on ne peut pas travailler sans filet comme ça, sans moustiquaire. Voilà, je cherche. Vous voyez d'autres photos de Sibérie, donc où parfois, on peut trouver le temps long parfois sur le terrain quand on attend que les appareils mesurent les émissions de gaz. On se repose, on traverse des tourbières entières avec notre petit bateau gonflable là pour aller rejoindre des lacs dans tous les coins des tourbières. Et on s'amuse bien avec les appareils de mesure. Ça, c'est d'autres terrains. Alors, en Alaska, donc c'est au nord des États-Unis, où là aussi, vous voyez qu'on a toujours le même problème des moustiques. Là, on a d'autres voisins qui viennent nous rendre visite, c'est des rennes. C'est plus les manchots, mais c'est les rennes. Et là, on change aussi encore d'embarcation pour utiliser des kayaks pour aller explorer les lacs qui produisent du méthane. Voilà, donc ça, c'était un petit aperçu, voilà, un aperçu du cycle du méthane dans les environnements naturels, dans ces zones polaires. Mais on va voir que le méthane, il n'est pas produit seulement dans les environnements naturels. Là, je vais vous montrer des applications biotechnologiques où on utilise les micro-organismes méthanogènes, donc les producteurs de méthane, ceux qui travaillent sans oxygène, vous vous souvenez, et on les utilise dans des réacteurs. Donc, en fait, c'est comme des cuves, hein, des cuves, on va dire, des fermenteurs, des réacteurs, où on leur donne de la matière organique, de la nourriture, et on les prive d'oxygène pour qu'ils puissent travailler comme il faut, et ils produisent du méthane, du biogaz. Et alors, ce biogaz, c'est intéressant. Et là, ils peuvent devenir, vous voyez que jusque-là, on considérait toujours ces bactéries méthanogènes comme nuisibles, plutôt négatives. En fait, je vous montre que là, elles peuvent devenir plutôt amicales, on va dire, friendly, parce que dans ces réacteurs, dans ces fermenteurs, en fait, on peut leur donner comme matière organique, comme nourriture, nos déchets, nos propres déchets organiques, soit dans les eaux usées, l'eau municipale, l'eau usée qui sort de chez vous, soit les déchets organiques solides qui sortent des restaurants, des usines agroalimentaires, etc. Et plus il y a de matière organique, plus ces bactéries vont être contentes et vont transformer la matière organique en méthane. Et donc comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais on arrive à épurer l'eau usée déjà, à la purifier, et on arrive à produire le biogaz qui est une énergie renouvelable qu'on peut utiliser pour faire de l'électricité ou pour alimenter nos maisons en gaz de ville. Donc là, vous voyez toute l'importance de ces micro-organismes et vous comprenez du coup pourquoi je les ai représentés maintenant comme des amis qu'on peut apprivoiser et qu'on peut utiliser pour nos propres besoins.
Et alors ça, c'est des photos de réacteurs et de fermenteurs dans notre laboratoire. Donc là, vous voyez, c'est des petits fermenteurs, hein, ça fait 2 litres, ceux-là, ils font 15 litres, ça reste petit. Et en fait, ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est des réacteurs qui existent vraiment, en vrai, dans la vraie vie. Donc là, vous avez une photo de la station de traitement d'eau de Santiago, au Chili, ça s'appelle la Farfana. Et vous voyez que tous ces réacteurs-là, ces cuves, c'est des réacteurs, des fermenteurs de biogaz qui fabriquent du méthane avec ces bactéries méthanogènes. Et en entrée, qu'est-ce qu'ils prennent comme nourriture? Ils prennent nos eaux usées de Santiago. Et ce n'est pas anecdotique parce qu'il y a, il y a environ 6 ou 7%, presque 10% de la population de Santiago qui utilise de l'électricité qui vient de ce biogaz. Donc, vous voyez là tout l'intérêt de ces micro-organismes méthanogènes qui produisent un gaz, une énergie renouvelable, c'est-à-dire une énergie qui n'est pas d'origine fossile. Voilà, donc j'ai fini les exemples dont je voulais vous parler. Juste pour vous faire une petite conclusion et essayer de remettre un peu les choses dans le contexte. Le travail, du coup, j'espère que vous l'avez vu un peu dans cette présentation, le travail d'un chercheur, hein, ça peut être résumé par ces 3 étapes, là, 3 grandes étapes, qui sont d'étudier des environnements. Donc, nous, on étudie des environnements extrêmes ou des environnements contaminés, d'essayer d'identifier les micro-organismes ou les activités, la biochimie qui peuvent être intéressantes dans ces environnements et d'utiliser ces micro-organismes pour une fonction d'intérêt pour la société. Donc, par exemple, la bioremédiation, ça veut dire la dépollution, la décontamination de nos déchets ou la production de bioénergie, d'énergie verte. Voilà, tout ça, c'est un cercle vertueux cette fois, en tout cas, on l'espère. Voilà, donc le travail sur le terrain, c'est des beaux paysages, comme là en Alaska, beaucoup de travail en laboratoire, des fois dans des laboratoires de fortune, et beaucoup de bons moments avec les autres chercheurs qui viennent en général du monde entier. Vous voyez, dans les projets là dont je vous ai parlé, on a des collègues du monde entier, des États-Unis à la Russie, à l'Europe, à l'Amérique du Sud, etc. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de vous intéresser à ces questions et en tout cas que vous avez compris certains points. Et si vous n'avez pas compris, je suis ouverte à toute question. Merci beaucoup Léa. On va donner sans plus attendre la parole aux élèves. Si vous pouvez écrire les questions. Si au lycée Jean d'Alembert ou au lycée Charles de Gaulle, vous avez des questions dans le chat. Et merci encore une fois Léa pour ta conférence et de montrer que le rôle des chercheurs, ce n'est pas uniquement de travailler dans des laboratoires, mais c'est aussi travailler dans le terrain, dans des équipes qui sont… C'est pour ça aussi les élèves, c'est important de maîtriser plusieurs langues. Je dis, il y a l'intérêt de la science, mais aussi il y a l'intérêt de pouvoir travailler avec des personnes de cultures différentes, puisque la science se fait aussi bien souvent en anglais ou en langue étrangère pour partager les connaissances. Et on voit qu'il y a beaucoup d'équipes transnationales, comme tu as pu le montrer, puisque de toute manière, toutes les thématiques qui sont liées au changement climatique sont des thématiques à laquelle on est tous confrontés. C'est des défis mondiaux et les équipes de recherche sont pour se faire transnationales. Alors, on a une première question. Éliminer le méthane dans le lac, ce n'est pas éliminer les bactéries qui mangent ce méthane. Alors, je pense que est-ce que la question veut dire qu'on élimine les méthanogènes? On peut éliminer les méthanogènes sans éliminer les méthanotropes, si je ne me trompe pas? Oui, alors je ne sais pas, peut-être que vous pouvez, les personnes qui ont posé la question, peut-être qu'on peut leur donner la parole pour préciser la question ou… Avant, vous avez dit qu'on éliminait les méthanes du lac et aussi vous avez dit que des bactéries
mange le méthane du lac, ça va éliminer les bactéries qui mangent le méthane du lac. Oui, et en fait, non, c'est très compliqué d'agir sur le méthane dans les lacs. Nous, l'homme ne peut pas faire grand-chose pour agir sur le méthane qui est dans les lacs. Le méthane, il va continuer à être produit au fond des lacs, dans les sédiments, et il va continuer à s'échapper dans l'atmosphère et à être consommé, à être mangé par les bactéries qui sont dans l'eau et qui mangent le méthane. Et en fait, si on élimine les bactéries qui consomment le méthane, enfin, c'est pas qu'on les élimine, mais imaginons qu'elles n'existent pas, imaginons qu'on n'ait pas des bactéries, que ces bactéries n'existent pas. Si on ne les avait pas, il y aurait 80% de méthane émis en plus dans l'atmosphère. Il ferait encore plus chaud, etc. Parce que c'est grâce à elles que c'est elles qui filtrent, si tu veux, 50 à 80% du méthane produit au fond des lacs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question. Est-ce que le changement climatique a un effet direct sur les bactéries qui mangent le méthane, justement? Oui, alors, donc, l'augmentation de la température, toutes les bactéries, elles préfèrent, elles sont plus actives quand il fait plus chaud. C'est valable partout, hein, par exemple, je sais pas, quand on fait du pain, par exemple, les bactéries qui font le pain, pour le faire lever et monter, le pain, il faut le mettre à 37 degrés à peu près, ou 40 degrés, parce que les bactéries sont plus actives, elles vont plus produire de CO2 dans le cas du pain. Donc, c'est vrai pour toutes les bactéries. Donc, nous, là, on avait montré que c'était vrai pour les bactéries qui produisent du méthane. Et donc, c'est pour ça qu'on craint un emballement, un cercle vicieux. On se dit, plus il va faire chaud, plus les bactéries qui produisent du méthane vont en produire du méthane et plus il va y avoir de réchauffement climatique, etc. Mais tu as raison, les bactéries qui consomment le méthane, elles aussi, elles deviennent plus actives avec la hausse de température. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'elles deviennent plus actives les deux au même rythme, quoi. Il ne faut pas qu'il y en ait certaines, celles qui produisent, qui soient plus actives et que les autres, elles n'aient pas encore gagné en activité. Donc, en fait, c'est tout cet équilibre-là qu'on essaye d'étudier. Mais c'est vrai que l'effet de la température sur les bactéries qui consomment le méthane, il est moins étudié, mais il existe aussi. Et donc, elles sont plus actives, et heureusement, parce que du coup, sinon, ce serait vraiment le scénario catastrophe, mais non, elles deviennent plus actives, donc elles vont être capables de consommer plus la quantité en plus de méthane qui va être produite. Ce n'est pas tout noir. Voilà. La nature s'adapte toujours. Est-ce qu'il y a une question au lycée Charles de Gaulle, peut-être? Si vous voulez des questions en espagnol, on peut aussi. Hein. On entend très mal, en fait. C'est pour ça. Essayez de le mettre sur le chat. Ici, là. Bonjour. Bonjour. Je voulais demander si c'était possible de manipuler ou utiliser les bactéries pour... je pourrais utiliser ou manipuler les bactéries pour entraîner une diminution des gaz à effet de serre ou seulement pour des motifs scientifiques. Oui. Vous pouvez utiliser si les bactéries sont la solution contre le réchauffement climatique. On peut les utiliser directement pour les manipuler ou mais alors, c'est une très bonne question, hein, mais donc on peut les utiliser. Tu as vu à la fin, là, le réacteur que j'ai montré, ces photos-là, ça, c'est des bactéries. Là, dedans, c'est que des bactéries, c'est des milliers de mètres cubes où on n'a que des bactéries qui traitent nos eaux usées. Donc là, c'est vraiment un exemple flagrant où on utilise des bactéries. Mais tu vois, la caractéristique,
c'est qu'on utilise les bactéries, on les met dans des réacteurs, dans des grandes cuves. On n'essaye pas de lancer des bactéries comme ça dans la nature, dans des lacs, dans des tourbières. On n'essaye pas d'ensemencer la nature avec des bactéries. Par exemple, on pourrait dire dans les lacs en Arctique qui produisent beaucoup de méthane, on pourrait les saupoudrer, injecter des bactéries méthanotrophes, celles qui consomment le méthane, et puis elles vivraient là, elles se reproduiraient, elles consommeraient le méthane. Mais ça n'a jamais été fait, c'est pas trop l'idée de faire ça, parce qu'on sait pas, on n'aime pas vraiment intervenir sur la nature à cette échelle-là. Tu vois, quand on utilise des bactéries, on aime bien le faire dans des environnements clos, fermés, dans des cuves, dans des réacteurs. On n'a pas trop envie que ces bactéries, elles s'échappent dans la nature et de modifier les communautés naturelles en ajoutant des bactéries que nous, on a choisies et qu'on voudrait ensemencer là. Donc, ce serait en science-fiction, ce serait bien, ce serait une bonne solution d'aller dans tous ces lacs et de rajouter des bactéries qui consomment le méthane, mais on perturberait trop l'écosystème à une échelle tellement importante que ce n'est pas une solution envisagée dans la réalité. Et donc, par l'absurde, on ne pourrait pas faire un sac énorme avec beaucoup de bactéries et le mettre dans l'atmosphère. Seulement, on pourrait couvrir les lacs avec des cloches. On pourrait mettre des cloches au-dessus des lacs. Et dans ces cloches, on aurait des bactéries qui consommeraient le méthane. Mais on n'aurait plus de lacs accessibles. Ils seraient tous couverts par des cloches. Mais c'est vrai on dit que c'est un peu de la science-fiction, etc. Pour les lacs, là, oui, c'est clairement de la science-fiction parce que c'est trop... L'échelle est trop importante. Il y a trop de zones humides sur des hectares et des hectares. C'est vraiment une échelle impossible. Mais ce que tu dis d'utiliser des bactéries dans la nature pour faire quelque chose, on le fait déjà. Par exemple, pas comme ça, là, pas dans des réacteurs, mais dans la nature. Par exemple, pas loin de Valparaiso, quand les sols, quand la terre, le sol est contaminé, par exemple, par du pétrole ou des hydrocarbures. Vous savez, vers Concon, il y en a beaucoup. Et il y a des gens qui essayent de mettre ça en place, de ensemencer, inoculer, c'est-à-dire de mettre des micro-organismes, des bactéries, dans le sol. Donc là, dans ce cas-là, vu que le sol il est plein d'hydrocarbures, ils mettent des bactéries qui mangent les hydrocarbures pour essayer de nettoyer le sol. Et ça marche. Et il y a d'autres cas comme ça, par exemple, sur les mines, dans les mines désaffectées en France, etc., les mines qui ont été abandonnées et où le sol est très pollué avec des métaux, mais il y a des chercheurs qui font ça, qui mettent des micro-organismes qui sont capables de manger, de consommer ces métaux pour nettoyer les sols. C'est ce qu'on appelle la bioremédiation. Donc, tu vois, ce que tu dis, ce n'est pas complètement faux, ça existe, mais à l'échelle des lacs, c'est une échelle peut-être un peu trop vaste pour que ce soit vraiment réaliste. Voilà. On a une autre question. Si vous pouvez le mettre dans le chat. Sinon, moi, j'avais une question sur la production de méthane dans les lacs. Tu disais, plus augmente la température, plus les bactéries vont produire du méthane. Ça a un impact sur le calentamiento global, le changement climatique global, mais est-ce que ça a aussi un impact sur la biodiversité dans les lacs, qui est de plus en plus de méthane? Est-ce que...
Oui, ça a un impact. Alors, le méthane lui-même, pas trop, parce que le méthane, il s'échappe vite dans l'atmosphère et il n'est pas consommé par beaucoup d'organismes, à part par les bactéries qui consomment le méthane. Mais l'impact, en fait, c'est surtout lié à l'oxygène. Plus la température augmente et moins il y a d'oxygène disponible dans les zones humides. Parce que l'oxygène, il est moins soluble quand la température augmente. Et en plus, parce que comme il y a plus d'activités microbiennes, etc., ben, tous ces microbes, en général, ils utilisent l'oxygène et donc ils appauvrissent le lac et les zones humides en oxygène et il y en a de moins en moins. Et donc, il y a des lacs comme ça où il n'y a plus assez d'oxygène pour que, par exemple, les poissons ou la vie aquatique se développent. D'accord. Ça arrive beaucoup dans la zone, là, j'en ai pas du tout parlé, mais on étudie aussi la zone intertropicale autour de l'Amazone, en Guyane. Alors là, c'est des paysages complètement différents hein, dans la forêt équatoriale. Et là aussi, il y a des lacs, des énormes lacs qui produisent, mais alors là, des quantités énormes de méthane. Et en fait, avec l'augmentation de température, il y a de moins en moins d'oxygène disponible pour les poissons sur place. Donc, ça a vraiment un impact sur la biodiversité locale. D'accord. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez, on peut les faire en espagnol, hein, si vous préférez. Ou sur le parcours, si vous voulez parler du parcours du métier de chercheur, du parcours scientifique, voilà, n'importe quelle question, même si ça n'a pas à voir avec le méthane. Non. Ah, super. Je pense qu'on est bon. Ok. D'accord. Bon, pas de questions non plus au lycée Jean d'Alembert? Non, pas de questions, merci. D'accord. Bon, bah, merci Léa encore une fois pour cette conférence Merci. très intéressante. J'espère qu'elle pourra servir aux élèves qui ont assisté et aux professeurs pour qu'ils puissent, de toute manière, cette conférence pourra être vue. Le but, c'est que ce soit un outil pédagogique qui serve aux différents professeurs pour les programmes scolaires et puis qu'elle donne à penser le changement climatique et le micro qui finalement a un impact, comme on peut le voir, sur le macro. Et ici au Chili, comme tu le disais, vous travaillez sur des zones humides et on a des zones humides en Patagonie, donc on est très proche finalement de zones de production de méthane. Et quand on voit des lacs, on ne pense pas nécessairement à tout ce travail des micro-organismes souterrains, enfin sous les lacs. Au Chili, il se passe aussi un peu la même chose dans la cordillère des Andes, en fait. Tout ce qu'on observe en Arctique, en Antarctique, on l'observe aussi en haut de la cordillère des Andes avec le retrait des glaciers et la formation de zones humides, de tourbières en altitude. C'est un peu c'est complètement les mêmes questions. Voilà. Merci encore. Et puis merci à l'assistance, merci aux deux classes des lycées qui ont participé. Puis on se retrouve demain pour une autre conférence sur une table ronde d'abord sur les études juridiques et commerciales, donc et métiers de l'environnement, et en après-midi sur que va-t-on faire face à la disparition probable du chocolat et des singes dans les forêts tropicales, qui est une conférence qui sera dispensée par Julio Benavides, écologue. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, à bientôt. Merci Léa, au revoir. Au revoir.